Mesdames, Messieurs, bonjour. Donc, je suis ravie de vous accueillir aujourd'hui aux Archives nationales. Donc, je me présente. Je suis Isabelle Aristide Astir. Je suis conservateur aux Archives nationales et je suis responsable d'un département que l'on appelle le département des archives privées qui conserve les lettres échangées entre Marie-Antoinette et Axel de Fersen. Et par ailleurs, je suis aussi commissaire de l'exposition Louis XVI, Marie-Antoinette et la Révolution avec Emmanuel de Varesquiel et Jean-Christian Petit-Fils. Et d'ailleurs, si vous avez déjà visité l'exposition, eh bien, je vous rappelle quand même que le point de départ, l'argumentaire, l'argument pour monter cette exposition, cela a été justement de présenter le contexte historique et familial de la correspondance secrète échangée donc, entre la reine Marie-Antoinette et le comte de Fersen entre 1791-92. Et c'est aussi l'occasion de présenter au grand public le projet Rex, dont je parlerai tout à l'heure, de déchiffrement des lettres caviardées de Marie-Antoinette. Les révélations du projet Rex sont les premières révélations sérieuses fondées sur des travaux de chercheurs en sciences dures, c'est-à-dire des ingénieurs, des docteurs en chimie ou en physique, associés à des historiens, et non sur des suppositions, des faux, des images rêvées de la reine telle qu'on voudrait se l'imaginer. En effet, la supposée trépidante vie amoureuse de la reine Marie-Antoinette a suscité de son vivant, et suscite encore de nos jours, une abondante production d'images scabreuses et d'élucubrations romancières cinématographiques. Dans le parcours de l'exposition, vous avez vu qu'à la fin, effectivement, nous mettons quelques-unes de ces gravures scabreuses. Mais cette réputation continue encore aujourd'hui. Ajoutons aussi que cela fait 150 ans que l'on publie la correspondance de Marie-Antoinette et que malheureusement, d'habiles faux se sont mêlés aux documents authentiques, ce qui corrompt notre perception du caractère de la reine. Par exemple, presque toutes les lettres de la reine à la princesse de Lamballe ou à la duchesse de Polignac sont des faux. Vous savez, toutes ces lettres où elle dit « mon cher cœur », etc. Alors, qu'est-ce que c'est que cette correspondance ? D'abord, vous le savez tous, Marie-Antoinette, elle écrit à sa mère, l'impératrice Marie-Thérèse, environ une fois par mois, depuis son arrivée en France en 1770 jusqu'à la mort de Marie-Thérèse en 1780. Et puis ensuite, elle va écrire à ses deux frères, Joseph II, puis Léopold II, mais à des intervalles beaucoup plus irréguliers. Elle écrit aussi au comte de Mercy-Argenteau, qui est ambassadeur d'Autriche en France, et cela jusqu'en 1792. Or, ces deux ensembles de correspondances ont été qualifiés de secrètes. Ce sont les publications du chevalier d'Arnett en 1865, le chevalier d'Arnett était le directeur des archives de Vienne. Et d'emblée, il a qualifié ces correspondances de secrètes, alors qu'en fait, il s'agit plutôt de correspondances familiales et officieuses en marge de la correspondance diplomatique officielle. Il faut que vous vous représentiez que la reine Marie-Antoinette n'a pas de correspondance officielle. Elle n'a pas de rôle officiel et les seules lettres qu'elle peut envoyer, c'est bien sûr des lettres à un certain nombre de souverains, mais pas énormément, et ce qu'on pourrait appeler plutôt des lettres familiales et amicales. Mais c'est dans le domaine de lettres amicales que les faux ont le plus circulé. On connaît aussi une vraie correspondance secrète de la reine, c'est celle qu'elle a échangée avec le député Antoine Barnave à l'été et à l'automne 1791. Vous savez, Antoine Barnave, c'est ce député qui était envoyé par l'Assemblée pour venir à la rencontre de la berline qui revenait de Varennes avec la famille royale. Il a passé 3 jours dans cette berline, d'ailleurs ils étaient bien entassés, ils étaient 8 au final, et il a beaucoup échangé avec la reine, et ensuite ils se sont tous les deux effectivement écrits secrètement. Ces lettres se trouvent aujourd'hui conservées en Suède, et elles ont été publiées dans les années 1930. Vous en avez 2 exemples dans le parcours de l'exposition, au niveau de la chapelle, une lettre de la reine et une lettre du député Barnave.
Mais bien sûr, la correspondance que je vous présente aujourd'hui, c'est la correspondance, donc réellement secrète cette fois-ci, échangée entre la reine et le comte suédois Axel de Fersen, celui qu'elle appelle son ami. Alors, sur les relations entre Fersen et Marie-Antoinette, je vais juste rappeler quelques dates pour situer le contexte. Axel de Fersen et Marie-Antoinette ont exactement le même âge. Ils sont nés tous les deux en 1755. Axel de Fersen, il est issu d'une noble famille suédoise qui occupe de grands postes politiques en Suède. C'est une famille francophile. Il parle français, bien sûr, comme tous les jeunes nobles de l'époque, mais aussi il écrit en français. Il écrit à son père, il écrit à sa sœur en français. Il écrit son journal en français. Vous avez un exemple en haut du journal de Fersen, ouvert à la page du 14 février 1792. Marie-Antoinette et Fersen se sont rencontrés pour la première fois au bal de l'Opéra en janvier 1774, alors que Marie-Antoinette n'est encore que dauphine et qu'elle vient au bal masquée et donc incognito. Fersen n'aurait revu Marie-Antoinette qu'à son retour à la cour en août 1778, et tout le monde remarque alors l'inclination particulière de la reine pour le bel officier suédois. Et même en 1780, l'émotion que procure Fersen à la reine est relatée dans la correspondance de l'époque, et notamment par l'ambassadeur de Suède. C'est qu'en effet, Fersen part 3 ans en Amérique. Il fait entre 1780 et 1783 la guerre d'indépendance américaine, comme beaucoup de jeunes nobles de l'époque, et bien sûr comme Lafayette. En juin 1784, vous connaissez très certainement la magnifique fête que Marie-Antoinette a offerte au roi Gustave III de Suède et à sa suite dont faisait partie de Fersen, fête donnée à Trianon et dans les jardins illuminés à l'occasion. Or, en mars 1785, plusieurs mois plus tard, naît son deuxième fils, Louis-Charles, qui sera Louis XVII, et là commencent à circuler les premières rumeurs malveillantes sur la paternité de cet enfant. Fersen fait encore plusieurs très longs séjours en Suède, en 84-85, en 86-87, puis en 88. Donc vous voyez qu'il est quand même régulièrement absent et pour de longs mois, et donc il n'est pas tout le temps à la cour de Versailles. Et quand il est en France, eh bien, il partage son temps entre Versailles et Valenciennes, où est caserné ce régiment royal suédois, donc qu'il a acquis en 1783, et dont il s'occupe effectivement, puisque ce n'est pas une charge honorifique. En juillet 1789, quand éclate la Révolution, eh bien, il n'est pas à Versailles, il est justement à Valenciennes. Il revient peu après, et il est présent à Versailles lors des journées des 5-6 octobre 1789 qui voient le retour de la famille royale à Paris et l'installation aux Tuileries. Fersen lui aussi va s'installer à Paris à la fin de l'année 89 et là son rôle change. Il devient en quelque sorte l'agent secret du roi Gustave III de Suède auprès de la cour de France. Il est chargé d'écrire au roi de Suède tout ce qui se passe en France. Vous voyez. C'est assez fréquent à l'époque que dans le personnel diplomatique, on ait ces espèces d'agents, je dis secrets, mais c'était peut-être un mot un peu fort, enfin des personnes qui informaient en dehors des personnes effectivement nommées dans le circuit diplomatique. Et il a d'ailleurs ses entrées officielles aux Tuileries, même si le palais est gardé, lui peut entrer et voir Louis XVI et la reine en société. Et il devient petit à petit un conseiller de Louis XVI. On sait que c'est lui qui a poussé le roi à quitter Paris, qu'il a largement préparé la fuite de la famille royale avec le baron de Gogla et le marquis de Bouillé, qu'il a financé cette fuite, qu'il a fait construire, aménager la fameuse berline qu'il a gardée à un moment dans ses écuries, etc. C'est lui aussi qui, déguisé en cocher, fait sortir en carrosse la famille royale jusqu'à la barrière de Bondy, où là, le roi lui demande de partir. Et lui, eh bien, il va se rendre à Bruxelles, et là, il ne verra plus la reine, sauf ce fameux week-end du 13-14 février 1792, où il va se rendre incognito aux Tuileries. Et c'est donc cette séparation entre Marie-Antoinette et Fersen qui va provoquer la correspondance secrète entre eux.